Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet un peu particulier puisque c'est sur la question des deep tech à impact et du lien entre, justement les entreprises qui sont tech intensive ou qui ont beaucoup, de recherche ou de valorisation de la recherche, qu'ils ont besoin de faire et qui ont aussi envie d'avoir un impact fort sur la société, un impact social ou environnemental. Et pour traiter, ce sujet, j'ai avec moi, 2 invités, donc Bruno Adhémar de Sublime Énergie. Bonjour, Bruno Bonjour Mélanie, bonjour à tous et à toutes. et Khaled Almezayen de Innovaya. Bonjour. Bonjour. Et alors, une petite introduction avant de passer la parole, à nos invités. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet? Ben, c'est en fait, une question qui va être de plus en plus importante puisque, ben, on l'a vu, il y a des gros enjeux sociaux, environnementaux, climatiques, énergétiques, qui sont maintenant très prégnants, qu'on vit dans notre quotidien. Et donc toutes les équipes de recherche et d'innovation qui travaillent sur ce type de sujet, se demandent de plus en plus comment avoir un impact concret, réel et aussi un impact qui soit maîtrisé, ce qu'on appelle souvent dans, le monde de l'entrepreneuriat à impact, un impact positif sur la société. Et donc c'est des questions qui sont complexes. En général, les cellules de valorisation, sont pas forcément habituées à ces thématiques-là puisqu'elles ont plutôt l'habitude de faire une valorisation très classique, une valorisation économique de la recherche. Et donc là, on est sur des modèles qui peuvent être différents. On a envie de faire une valorisation sociale et environnementale, ça pose la question des statuts de l'entreprise, ça pose la question de comment on travaille, et donc c'est tous ces sujets-là qu'on va explorer, avec nos 2 invités. Donc merci beaucoup, d'être là aujourd'hui et j'indique 2 informations importantes. Si vous avez des questions, pour, nos invités, n'hésitez pas à leur, poser. Moi, je les reprendrai, vous avez un chat, en fait et si vous les posez en commentaire, vous pourrez voir directement moi, je les verrai directement et donc je les poserai à nos invités. Et une 2e information, c'est que, si vous regardez ce moment, ce live en replay, n'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire, parce que je me fais un point d'honneur à répondre à tous les commentaires, qui arrivent, même si c'est pas en direct. Donc vous pouvez poser des questions, à moi et éventuellement à nos invités, sur le replay. Voilà, alors on va commencer. On est là ensemble pour, entre une demi-heure et 45 minutes, avec les questions. Et ma première question, elle est très simple puisque je vais demander, à nos invités de juste présenter en quelques minutes, ce que font vos startups et en particulier 2 points qui nous intéressent aujourd'hui, le côté mission sociale et environnementale à laquelle vous voulez répondre, quel est le problème et qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis évidemment le côté, technologie et recherche, quelles sont, vos innovations et pourquoi est-ce que vous êtes, tech intensive sur la réponse à ces problématiques, sociales ou environnementales? On va peut-être commencer par, Bruno? Ok. Donc Sublime Énergie, on est effectivement une deep tech industrielle et société à mission. Société à mission, ça veut dire qu'on a un statut particulier depuis la loi Pacte de 2019. On a inscrit dans nos statuts des missions d'ordre environnemental, sociétal et une raison d'être, bien entendu, qui est autour de l'activité essentielle de la société, qui est la valorisation du biogaz de méthanisation issu du monde agricole. C'est-à-dire que dans la fonction environnementale, c'est pouvoir valoriser au mieux le biogaz en termes de taux de retour énergétique, en termes de minimisation des émissions de CO2. Et en termes sociétal, c'est d'apporter dans les territoires de l'activité et notamment vers les agriculteurs qui détiennent la plus grande partie de la biomasse organique capable de fabriquer, de produire du biogaz, qu'ils aient un retour extrêmement intéressant pour eux en termes de revenus complémentaires, d'un point de vue économique, sachant qu'à côté,
ils auront aussi, en fonction des business models qu'on va réussir à avoir, des retombées aussi d'ordre environnemental, bien entendu. Faire de la méthanisation, ça veut dire essentiellement traiter ce qui est considéré aujourd'hui comme des déchets, lisier, fumier, restes de cultures agricoles, et donc qui font de l'énergie. Et l'aspect sociétal, c'est le fait d'avoir un méthaniseur chez eux entraîne un travail supplémentaire. Les agriculteurs sont déjà extrêmement occupés, et dans nos business models, on a mis de la création d'emplois vers chez l'agriculteur pour exploiter le méthaniseur, et puis l'infrastructure, nous, qu'on va mettre en œuvre pour collecter, liquéfier, on y reviendra après, c'est notre technique de liquéfaction du biogaz, collecter, liquéfier, transporter, épurer et conditionner le biogaz en bio-GNL, carburant, et puis en bio-CO2, puisque la méthanisation est un gros aspirateur à CO2. Voilà en quelques mots. Mélanie, ton micro. Ah, désolé. Super, merci beaucoup. Khaled, je te laisse prendre la suite. Merci Mélanie. Donc, moi, je suis Khaled Almezayen, je suis président et cofondateur d'Innovaya. Donc, Innovaya est une entreprise solidaire d'utilité sociale et également une jeune entreprise innovante. On a les deux agréments. Notre métier, c'est le traitement de l'eau. Donc, on est spécialiste du traitement de l'eau avec une expertise dans le traitement membranaire. Nous, ce qu'on développe, ce sont des machines de traitement de l'eau de petite taille qui sont automatisées, qui fonctionnent sur la base du traitement membranaire avec des capteurs et qui sont 100% autonomes. On a développé cette technologie dans le but de pouvoir installer des machines dans des zones isolées, difficiles d'accès ou de conflit, initialement sur la base de traitement de l'eau pour la rendre potable. Voilà, ça c'était historiquement de là où est parti Innovaya. On a commencé à travailler sur la partie traitement des eaux pour la rendre potable, et puis au fur et à mesure de nos itérations, de notre réflexion, de notre compréhension de la problématique de l'eau dans sa globalité dans le monde, on a commencé à s'attaquer aussi aux problématiques de la consommation de l'eau dans les industries. Et donc, on accompagne les industriels à réduire leur consommation d'eau et ensuite à traiter leurs effluents pour pouvoir les réutiliser dans leur process. Donc voilà, pareil sur des petites unités automatisées et sans besoin de supervision importante par un humain, parce que c'est vraiment ça la grosse problématique aujourd'hui sur les petites unités. C'est justement comment on peut faire pour les faire fonctionner sans avoir une expertise qui va venir les faire fonctionner et qui peut coûter très cher. Donc voilà, notre innovation, elle est, à la base, elle est là. On a 2 brevets de process sur justement le nettoyage et le décolmatage des membranes, parce que c'est l'une des problématiques des membranes. Et on fait ce décolmatage dans certaines conditions sans aucun produit chimique. Donc, c'est complètement autonome. On n'a plus besoin de consommables. Donc, automatiquement, on peut laisser les machines fonctionner pendant plusieurs années sans avoir à intervenir dessus. Et avec, bien sûr, ce côté supervision. Et puis, notre recherche, elle est de plus en plus axée sur le côté prédictif pour justement de plus en plus éviter des actions curatives inattendues. Voilà, notre impact sociétal, il est assez clair, hein, parce que notre mission, c'est préserver la ressource en eau pour la rendre accessible à tous. Initialement, les US, on ne connaissait pas. C'est l'entreprise solidaire d'utilité sociale, on ne connaissait pas cet agrément. Mais instinctivement, dans nos statuts, lorsqu'on a créé Innovaya, en 2018, on avait des statuts de l'ESS, de l'économie solidaire et sociale, c'est-à-dire des statuts qui ont une mission sociétale d'impact, impact sociétal ou environnemental.
Donc, ça veut dire qu'on est dans nos statuts, on a des objectifs sociétaux ou environnementaux. Et donc, lorsqu'on a appris ce que c'était les US, c'est un dispositif qui existe depuis 2014, tout naturellement, on a postulé pour avoir cet agrément et on l'a obtenu en 2020. Super, merci. Alors c'est extrêmement intéressant déjà de voir que, vous êtes sur 2 sujets qui sont extrêmement clés puisque vous êtes sur l'eau et l'énergie et finalement, c'est 2 sujets, qu'on a vécu, cet été et qu'on continue de vivre encore, aujourd'hui. Donc on voit quand même que c'est des entreprises, qui sont vraiment clés quoi aujourd'hui. Et une autre chose que je note, mais je ne sais pas si vous voudrez rebondir dessus ou pas, mais c'est que vous êtes aussi tous les 2 sur une forme de décentralisation. Donc, il y a peut-être, c'est peut-être pas pour rien non plus que vous avez, ces formats-là, il y a peut-être quelque chose, autour de la question de la décentralisation. Je vous laisserai, rebondir si vous voulez. Mais du coup, j'enchaîne aussi avec ma deuxième question parce que vous l'avez un peu évoqué, vous avez des statuts qui sont spécifiques ou des agréments qui sont spécifiques, donc respectivement entreprise à mission, agrément ESUS. Est-ce que vous pouvez dire pour nos auditeurs qui savent peut-être pas, qu'est-ce que ça implique juridiquement très concrètement? Et du coup, je suppose qu'on va avoir certaines contraintes, vu que c'est aussi l'objectif de ces statuts. Et donc, pourquoi avoir fait ce choix finalement? Parce qu'on pourrait se dire, vous pourriez faire une innovation plus débridée si vous n'aviez pas des contraintes spécifiques. Donc, pourquoi être allé dans cette direction-là? Si je peux rebondir, Bruno, tu veux y aller ou... Je Vas-y, voulais vas-y. juste rebondir sur la décentralisation. Effectivement, pour nous, la décentralisation, c'est vraiment un moyen de se rapprocher du besoin, de mieux le comprendre et donc automatiquement de préserver au mieux la ressource. Voilà. Dans le monde de l'eau, c'est un monde très centralisé. On a des grosses stations de traitement qui ont fait du tout potable et du tout à l'égout, ce qui fait qu'automatiquement, on n'a pas forcément cette capacité à faire de la réhute parce qu'elle coûte énergétiquement très cher. Parce qu'il faut revenir à des qualités potables sur des eaux usées. Donc, c'est compliqué. Alors que si on se rapproche du besoin, on peut justement discriminer certaines chaînes d'eau usée et on va pouvoir les réutiliser dans des process qui n'ont pas forcément besoin d'une qualité potable. Et donc, du coup, réduire finalement de plus de 90% les prélèvements parce qu'aujourd'hui, on fait sur 100 litres utilisés, d'eau potable, finalement, on n'en a besoin que d'à peu près 10%. Le reste, c'est des eaux d'usage. Si je prends à l'échelle domestique, on parle de 35%, c'est la chasse, et enfin plus de 60%, c'est la chasse et la chasse d'eau et la douche. Donc voilà, c'est ça. Et pour le coup, on n'a pas le droit de faire de la réutilisation des eaux usées en France parce qu'il y a un risque sanitaire, ce qu'on peut entendre, sur les eaux noires, donc les eaux qui sont avec des matières fécales. Donc voilà, la décentralisation est une réponse concrète, entre guillemets, à la problématique de la préservation de la ressource. Super, merci. Et du coup, sur l'agrément ESUS, qu'est-ce que ça implique concrètement et pourquoi avoir fait ce choix? Alors, l'agrément ESUS, qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'abord d'avoir une utilité sociale à titre d'objectif principal dans ces statuts. Donc, c'était notre cas. Donc, pour nous, c'était un agrément qui, effectivement, faisait sens. Il faut avoir une politique de rémunération qui respecte des conditions très strictes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des écarts de salaire de plus de 3 fois entre le plus petit salaire et le plus haut salaire. Et le plafond de salaire est fixé à 7 fois le SMIC. C'est déjà pas mal, hein, vraiment. Mais voilà, il y a ces contraintes-là. Et puis, on n'a pas le droit d'être coté en bourse. Voilà. Ça, c'est une autre chose qu'on n'a pas le droit de faire avec les US. Et donc, les US, en fait, c'est un agrément qu'on a pour 3 ans et qu'on est obligé de renouveler. Et on doit prouver que la majeure partie de notre chiffre d'affaires a été fait dans un but d'impact sociétal. Donc, c'est une sorte de gage
de notre engagement pour nos parties prenantes, nos salariés, nos partenaires, nos clients, etc. Pour l'État également. Donc, c'est d'un point de vue, pourquoi on l'a fait? On l'a fait pour ça, pour montrer en fait que on est une entreprise à impact et on ne fait pas de greenwashing parce que si tu veux avoir les us, c'est quand même assez contraignant. Voilà. Et en même temps, c'est notre philosophie, c'est-à-dire que très honnêtement, gagner de l'argent pour gagner de l'argent, moi, ça ne m'intéresse pas. Sinon, je n'aurais pas fait ce métier. Et très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, une entreprise qui travaille en tout cas dans notre domaine, et je pense aussi dans le domaine de l'énergie, hein, doit impérativement avoir, à mon sens, une transparence vis-à-vis de ses consommateurs, utilisateurs, etc., que l'agrément ESUS permet pour éviter d'être assimilé en fait à je fais du greenwashing, quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi on a choisi de entre guillemets se mettre ces contraintes-là avec certains avantages. Bon, aujourd'hui, ils ne sont pas forcément très évidents, mais c'est en train de changer. Mais on a quelques avantages sur les investisseurs qui peuvent investir et défiscaliser un peu plus. On a également droit à des volontaires, comme pour une ONG en tant qu'entreprise. Donc, ce qui est bien aussi. Bon, nous, on ne l'a pas utilisé encore parce que ce n'était pas vraiment notre objectif derrière, mais on peut le faire. Par exemple, si on est sur des projets de recherche ou autres, on peut prendre des volontaires. Voilà, ce genre de choses. Bon. Ah, c'est intéressant à savoir. Je pense que c'est pas connu ce point-là. Ok. Et Bruno, du coup, toi, tu es sur un système différent, donc l'entreprise à mission. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça implique? Ouais, et puis un peu d'historique, ça a été extrêmement opportuniste, hein, c'est de la chance en fait d'être arrivé au bon moment. En fait, avec mon associé, on s'est rencontrés dans un master à l'école des mines de Paris en 2018. On venait tous les deux de l'industrie, moi d'Areva et puis lui de Vallourec. Et l'objectif de ce master était de créer des entreprises à partir de technologies disruptives, innovantes. Et donc, c'était à l'école des mines de Paris. Et on a eu la chance, pendant 3 mois, les 3 premiers mois de cours, d'être avec les chercheurs du Centre de gestion scientifique qui réfléchissaient depuis 10 ans à une nouvelle forme d'entreprise. Ça a pris le nom d'entreprise à mission et très clairement, l'objectif de l'entreprise à mission est de passer, on va dire, d'un capitalisme d'actionnaires à un capitalisme de partie prenante. Et donc de réellement changer la façon dont on fait les affaires et de se dire que, évidemment, une entreprise doit faire des profits, mais elle doit faire des profits dans un environnement et dans une société. Et donc, doit, parce qu'on n'est pas obligé d'être entreprise à mission, mais peut se doter d'une raison d'être et d'objectifs qui sont des missions d'ordre environnemental et social. Et donc, pour nous, ça a été une évidence. Quand on est arrivé avec Nicolas dans l'aventure, on savait que c'était évidemment à terme pour créer une entreprise. Je ne vous cache pas qu'on venait d'un grand groupe, etc. On n'avait pas d'idée préconçue de ce qu'on allait faire. On a eu la chance de découvrir la métallisation et on a découvert ça. Donc, ça a été une évidence de dire que si on crée une société, ça serait une société à mission. Pour ça, en plus, ça s'adapte particulièrement bien à la méthanisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a par nature un potentiel d'ordre environnemental et sociétal en termes de création d'emplois dans les territoires, de revenus supplémentaires pour les agriculteurs qui ont une vie extrêmement difficile. Je parle, Raled parlait tout à l'heure des petits équipements. Nous, c'est pareil, on va vers des exploitations qui sont petites et loin des réseaux gaziers et électriques, et donc qui, a priori, n'ont pas de solution économique pour se lancer dans la méthanisation, et c'est ça qu'on va leur offrir. Donc ça s'applique particulièrement bien, l'entreprise à mission, à la méthanisation, et ce qu'on veut en faire derrière. Donc on va créer des sociétés de projets qui, on espère, seront aussi toutes sociétés à mission pour valoriser ce biogaz.
Et donc, dans le statut, en fait, ce qui est pourquoi on l'a fait aussi, enfin, ou alors plutôt, qu'est-ce que ça implique? On n'a pas d'obligation, je dirais. Il y a peut-être eu quelques exemples d'ailleurs où on peut s'imaginer qu'il y a un peu de greenwashing là-dedans, mais on a des missions et on doit rendre compte tous les 2 ans à un organisme tiers et indépendant que effectivement on remplit nos missions, on met en place des indicateurs en rapport évidemment avec les missions et on doit prouver, on a passé notre premier audit là, donc avec succès, qu'on peut vraiment se prévaloir de ce statut. En interne, on a un comité de mission, d'ailleurs, au passage, Mélanie en fait partie, donc je la remercie, qui est réellement un organe de gouvernance. Alors, évidemment, on tâtonne, hein, on découvre, on est précurseur, hein, puisque la loi Pacte, c'est mai 2019. Nous, on a été la première société à mission en juillet 2019 et le décret d'application était en janvier 2020, ou février 2020. Et donc on découvre, mais on veut réellement que le comité de mission devienne un organe de gouvernance. Donc c'est une espèce de gouvernance à 3, en fait, la société à mission, avec des actionnaires, une direction générale et le conseil de surveillance et le comité de mission, qui est là pour bien vérifier que l'argent que les actionnaires donnent à la société est utilisé pour la mission et qu'à l'inverse aussi, le retour des actionnaires est bien compris, que l'objectif est bien d'aller dans le sens de la mission et pas de faire autre chose. Typiquement, par exemple, en termes de rentabilité, on veut, dans nos projets, le taux de rentabilité interne des projets, je parlais de sociétés de projets tout à l'heure, sur le projet global, soit équitablement réparti entre toutes les parties. Donc, il n'y a pas d'incitation fiscale ou autre aujourd'hui. Est-ce que ça a été un frein ou un accélérateur pour notre développement? Aujourd'hui, je dirais qu'on est dans une phase où c'est important de mettre en avant le statut. Je ne pense pas que ça nous amène, que ça nous favorise vis-à-vis des investisseurs qui se posent peut-être un petit peu encore la question. Mais en tout cas, pour nous, c'est une force par rapport à nos futurs clients de bien mettre ça en avant. Par rapport au recrutement qu'on fait, c'est un réel plus de dire qu'effectivement, on travaille notamment chez Sublime Énergie pour remplir ces missions d'ordre environnemental et social. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et puis pas l'ultime, pas ce vers quoi il faut aller, mais pour nous, derrière entreprise à mission, il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire que si on ne change pas la comptabilité telle qu'elle est aujourd'hui, la comptabilité strictement d'ordre économique, ça va être très compliqué de changer la façon de faire. Et donc, on veut aller vers ce qu'on appelle la triple comptabilité ou triple capital, avec une comptabilité économique, une comptabilité environnementale et une comptabilité sociétale. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, Mélanie. C'est des choses vers quoi on veut aller. Il y a des académies qui travaillent sur le sujet. Il y a au niveau mondial et européen aussi, les institutions financières se pensent sur le sujet, et les institutions tout court de gouvernance, Europe et autres. Et le statut de société à mission est un premier pas vers ça. Mais il faut encore convaincre. Alors ça tombe bien, j'en profite pour prendre une question qui a été posée dans le chat qui est directement liée à ça, et c'est pour tous les deux. Normalement, elle s'affiche. Comment valorisez-vous votre impact socio-environnemental d'un point de vue financier auprès de vos parties prenantes? Économie d'énergie, gestion du risque, économie financière, etc. Est-ce que vous le faites, et si vous le faites, comment? Aujourd'hui, nous, on ne le fait pas encore. On est vraiment sur une comptabilité financière. On est aussi en phase de développement technologique. On a créé la société il y a 3 ans d'une feuille blanche. On est parti de TRL 1 pour le niveau
maturation technologique. Donc, on est sur cette phase de maturation technologique. On ne fait pas de chiffre d'affaires, enfin, on fait un peu de chiffre d'affaires en vendant des études. Notre chiffre d'affaires va dire une fois qu'on sera au bout de la maturation technologique. Et donc, aujourd'hui, on a une comptabilité strictement financière parce qu'on ne peut pas se prévaloir de créer de l'emploi. On ne peut pas se prévaloir encore d'économiser du CO2, de stocker géologiquement le CO2 qu'on récupère, etc. On va pouvoir le faire quand on aura lancé les produits. Donc, on s'y prépare. Dans nos objectifs, on a effectivement, et dans nos futurs indicateurs, et notamment dans une feuille de route qui va être publiée bientôt par la Convention des entreprises pour le climat, on s'est mis des objectifs très hauts qui pourraient et vont être valorisés d'un point de vue financier, que ce soit des objectifs environnementaux et sociaux. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas encore. On en parle effectivement avec nos investisseurs actuels et puis avec ceux qu'on essaye de convaincre, puisqu'on est en levée de fonds aujourd'hui. On a fait une première levée de fonds l'année dernière, mais voilà, on est un peu au milieu du guet. On a fait notre premier démonstrateur et puis il faut qu'on aille à notre premier de série, à notre premier produit. Donc, on est dans cette démarche de levée de fonds. Aujourd'hui, on le met en avant en termes de futur. On n'est pas passé encore à cette comptabilité qui valoriserait, d'un point de vue financier, nos futurs objectifs. Et toi, du coup, Khaled? Moi, alors, ça a pas mal évolué entre le début de cette année et cette rentrée, j'ai envie de te dire. Parce qu'entre-temps, on a eu une grosse sécheresse, notamment auprès de nos partenaires et clients industriels. Avec les restrictions d'eau, il y a eu des interdictions d'utilisation de l'eau pour certains industriels. On leur a carrément coupé le robinet ou demandé de réduire d'au moins 50 à 70% pour certains leur consommation d'eau. Alors, pour une industrie manufacturière, quand tu as 95% de l'industrie manufacturière qui utilise de l'eau dans ses process, c'est assez compliqué à gérer. Donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est que tu as des industriels qui ont perdu beaucoup d'argent. Et du coup, maintenant, c'est vrai qu'on est de plus en plus en train de valoriser ce qu'on apporte par la gestion du risque. Parce qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que s'ils avaient investi dans des unités de réutilisation, etc., et dans des process de réduction de leur consommation d'eau en amont, ils n'auraient pas subi ces restrictions. Et là, je parle d'industriels qui ont perdu des millions d'euros par mois liés à la sécheresse qu'on a eue cet été et aux interdictions aux arrêtés préfectoraux qui ont coupé l'eau, tout simplement à ces industriels. Donc, les retours sur investissement, on parle beaucoup de retours sur investissement dans l'industrie, dans la gestion du risque et après cet été, tout le monde l'a compris. Avant, c'était moins évident parce que l'eau, très concrètement, on ne paye pas le vrai prix de l'eau. Aujourd'hui, en France, on le paye 4 € le mètre cube, 4 € les millilitres d'eau potable. Bon, c'est rien, quoi. C'est anecdotique. Et donc, forcément, si on se base uniquement sur la valorisation, enfin, sur le retour sur investissement par rapport au prix de l'eau, c'est pas forcément évident. Donc voilà, là, sur la partie gestion du risque, effectivement, on a des retours sur investissement financier. On a également sur les petites unités, les petits ateliers, les petits industriels, effectivement, on a des retours sur investissement par rapport à ce qu'ils font actuellement. Très souvent, sur des eaux usées, ils les récoltent et ils les traitent en externe. Donc, il y a du transport, il y a de l'impact environnemental et ça coûte cher. Donc, en venant internaliser avec des systèmes de traitement, bien automatiquement, on peut valoriser effectivement d'un point de vue financier, en disant on va réutiliser l'eau, mais en plus de ça, on va vous faire des économies. Et ça, ça marche plutôt très très bien. Donc voilà, ça c'est sur la partie comment on valorise notre impact socio-environnemental d'un point de vue financier. Ça, c'est auprès de nos clients et partenaires. Après, les parties prenantes, nous, aujourd'hui, par exemple, chez nos salariés, au sein d'Innovaya, tous nos projets passent par un comité éthique
dans notre entreprise. Ce comité éthique, c'est un tirage au sort avec tous nos salariés, parmi tous nos salariés. Et c'est nos salariés qui vont interroger la pertinence du projet, également quel est le projet derrière, quel type d'industrie, est-ce qu'on n'est pas en train de favoriser une industrie qui potentiellement a un impact négatif, etc. Donc tout ça, on va s'interroger là-dessus et on choisit un petit peu nos projets aussi comme ça. Donc par rapport à nos parties prenantes internes, bah, c'est génial parce qu'à partir du moment où on l'a voté en interne sur l'impact socio-économique et environnemental, à ce moment-là, toute l'équipe est derrière le projet. Voilà. Et là, pour le coup, on n'a pas de discussion et il n'y a pas de j'ai pas envie de faire ce projet parce que j'ai des doutes sur. Non, on a évincé toutes les possibilités négatives, entre guillemets, qui pourraient faire qu'on a une démotivation de notre équipe vis-à-vis de ce projet. Et puis, on va dire, par rapport à nos investisseurs, j'ai envie de dire que nos investisseurs, ce sont des précurseurs parce que, mine de rien, investir dans une ESUS, c'est faire une croix sur 50% des profits, déjà. Parce que c'est une obligation minimum. Donc, c'est un petit peu j'ai envie de dire, des investisseurs militants qui ne sont pas forcément qui sont pas forcément hyper attirés par l'idée de faire du profit. C'est pas ça. L'argent, c'est un carburant, ce n'est pas un objectif. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça veut dire aussi il faut pouvoir avoir accès à ce type d'investisseurs. Il faut que ça se développe pour que finalement, d'autres entreprises, comme la vôtre puissent exister. Parce que c'est Alors assez oui, clé, ça a en fait. été très dur pour nous de lever, puis on est allé les chercher. Bon, moi j'ai une grande gueule, donc c'était facile. Mais pour d'autres entreprises, c'est pas forcément évident. Moi, je connais beaucoup de très beaux projets qui n'ont pas réussi à lever. Et malheureusement, ben, les chiffres sont là. Une boîte à impact arrive à 5 fois moins ou 4 fois moins, je ne sais plus exactement le chiffre, levé qu'une boîte classique. Donc c'est vrai que il y a pas il y a pas encore tout à fait le vivier, la culture en France en tout cas, de l'impact auprès des investisseurs. Donc on valorise également et on milite, comme l'a très bien dit Bruno. Alors on milite pour des comptabilités autres que financières, extra-financières. Time for the Planet d'ailleurs, je ne sais pas si vous les connaissez, mais Time for the Planet fait ça très bien et c'est pas mal de réfléchir également à des indicateurs extra-financiers, l'impact environnemental, l'impact CO2, etc. Nous, on milite aussi pour l'empreinte eau, pour que ça soit pris en considération au même titre que l'impact CO2 et les crédits carbone. Donc voilà, il y a plein de sujets là-dessus de valorisation qui sont encore à l'état embryonnaire, j'ai envie de dire. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Bruno sur l'idée qu'il faut arriver à imposer des indicateurs extra-financiers dans, dans l'économie réelle. Je trouve effectivement que l'économie telle qu'elle est définie aujourd'hui, elle est extrêmement déconnectée de la réalité dans laquelle on vit. Et malheureusement, c'est ce qui entraîne certaines dérives, à mon sens. Voilà. Alors sur ça, on a une question, aussi de quelqu'un qui nous regarde en live, qui est pour moi, liée et aussi liée à d'autres choses que tu as dit un peu plus tôt. Et quand tu disais que, vous travaillez avec des industriels, au quotidien et donc la question c'est quand vous présentez alors déjà, est-ce que vous présentez? Peut-être pas, mais quand vous présentez votre statut ou vos agréments à des grands groupes, comment vous perçoivent-ils? Et je comprends d'où vient cette question, puisque dans le monde, de l'entrepreneuriat social et de l'impact, souvent, on a des acteurs qui veulent travailler avec des grands groupes, mais qui sont décrédibilisés parce que, parce qu'ils ont, par exemple, un statut associatif ou des choses comme ça et dans le monde de l'industrie, c'est évidemment pas du tout classique et ça fonctionne pas comme ça. Et donc est-ce que c'est un facteur qui peut être, gênant ou au contraire, est-ce que c'est en train de changer? Ce qui est aussi possible.
Pour ma part, en tout cas, aujourd'hui, nous, on travaille avec un grand groupe, hein, qui est le groupe SOR, pour pas les citer. On travaille avec eux et en fait, ça va dépendre de l'interlocuteur. Très souvent, bon, ils connaissent pas forcément tous les interlocuteurs connaissent, ces subtilités-là de statut ESUS, d'agrément ESUS, de statut, entreprise à mission et cetera. C'est en train de changer. Aujourd'hui, dans les grands groupes, il y a de plus en plus, de responsables RSE, qui eux sont complètement au fait de ça. Donc c'est des portes d'entrée en tout cas pour nous. Mais, en fait, je pense qu'il y a un vrai problème aussi par rapport au monde de l'ESS, parce que je pense que dans l'ESS, il y a encore peu, de réelle innovation, de R&D pure. Ce qui fait que potentiellement, c'est ça aussi qui décrédibilise un petit peu, le monde de l'ESS. Mais ça, c'est un avis personnel, je me trompe peut-être. Mais nous, on a été plutôt très bien accueillis, et au contraire, ça crée du lien à partir du moment où ils comprennent, pourquoi on fait ça et ils se disent que voilà, on peut être des très bons partenaires. Donc nous, quand on présente ça aux grands groupes, aujourd'hui, en tout cas, ils trouvent ça, très pertinent et très intéressant. Quand on a commencé, ils comprenaient pas. Maintenant, c'est un peu plus clair. C'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que je pense que ce retour par rapport au monde de l'ESS, il est assez vrai. Enfin, en tout cas, nous, chez Socience, c'est quelque chose pour lequel, on travaille et enfin, sur lequel on s'active depuis de nombreuses années. C'est ce côté finalement, il y a un peu un un mur ou un espace, un fossé entre, l'innovation, on va dire, qui est vue par le monde de la tech, l'innovation tech, R&D scientifique et l'innovation sociale. Et c'est vrai que, bah, aujourd'hui, les entreprises comme les vôtres réunissent les 2 et il y a pas tant, d'entreprises qui sont comme ça ou même de projets, hein, tout simplement, pas forcément d'entreprises, mais qui sont de cette nature-là. Et c'est vrai qu'on a eu tendance à beaucoup avoir dans le monde de l'ESS, bah, de l'innovation uniquement sociale et dès qu'on faisait, de la R&D ou des choses très, très techniques, bah, c'était des acteurs qui étaient pas du tout acculturés, à bah, voilà, au monde, de l'ESS ou même de l'impact, tout simplement. Et du coup, alors Bruno, si tu voudras dire un mot sur, cette question-là, je te laisserai réagir. Mais avant de passer à la dernière question, enfin, il y a une autre question dans le chat, mais avant de passer à celle-là, je veux vous en poser une qui est liée à ce que je viens de dire et qui est justement par rapport à ce gap entre, la R&D, la techno et les côtés, sociaux et environnementaux impact. Je suppose que vous, en tant qu'entreprise, voilà, plutôt tech, vous avez eu l'occasion d'interagir avec des services de valorisation, avec, des agences de financement de l'innovation, donc des acteurs en fait très classiques, hein, dans le monde de la R&D, et de l'entrepreneuriat scientifique, de l'entrepreneuriat technique. Est-ce que dans ces interactions, votre positionnement social, environnemental, ça a été un accélérateur, enfin voilà, vous avez été soutenu, vous avez eu des choses peut-être plus faciles à faire. Est-ce qu'au contraire, parce que c'est parfois méconnu, ça a été un frein et pourquoi, et comment? Et donc ça, je pense que c'est hyper intéressant comme, retour d'expérience parce que, voilà, nous on milite pour que ces acteurs-là soient vraiment acculturés au monde de l'impact. Mais est-ce que vous, ça vous a impacté, directement en fait? Et je vous laisse répondre, dans l'ordre que vous voulez. Non, pas pour nous. Non, non, il y a un problème effectivement de connaissance, hein, d'acculturation, comme tu le dis. Est-ce que ça a été un accélérateur? Certainement pas. En tout cas, ça n'a jamais été mis en avant avec les gens avec qui on a discuté, avec les organismes avec qui on a discuté. Un frein, tout à l'heure, Raled a dit qu'on levait moins de fonds. En tout cas, moi, je peux témoigner que c'est quand même très compliqué en ce moment d'aller vers là. Est-ce que si on n'était qu'une deep tech industrielle, ça serait aussi compliqué? Peut-être. Donc, on a quand même. C'est difficile en fait de savoir, hein. On nous a jamais reproché d'être une entreprise à mission, ça certainement pas. Et puis, comme je vous l'ai dit, on est vraiment
qu'on est vraiment au début. On a des business models, des business plans, etc., qui montrent que de toute façon, potentiellement, l'entreprise sera très rentable. Ni frein, ni accélérateur. Frein, voilà, petit doute. Accélérateur, non. C'est pas des sujets qui sont, malheureusement, qui sont retenus. Alors, que ce soit les industriels, les fonds avec qui on discute ou les instituts, évidemment. Hein, nous présentons toujours Sublime Énergie comme étant une entreprise à mission. C'est dans notre présentation, hein, c'est dans nos gènes de toute façon. Et donc on le fait systématiquement. On a un acteur aussi important de l'énergie qui est rentré dans la levée de fonds. On n'a pas encore de fonds d'investissement à notre actionnariat. On a un gros acteur de l'énergie qui est une filiale d'Engie, qui est Storengy, qui est rentré dans Sublime Énergie parce que cette nouvelle technologie, c'est une technologie unique au monde de liquéfaction de biogaz, c'est-à-dire que on récupère globalement à la ferme et le biométhane et le bio-CO2. Le biogaz est essentiellement composé de ces deux gaz. Et on a senti au début quand même un intérêt pour cette notion d'entreprise à mission. Maintenant, ce qui a pris place, c'est plus la preuve technique de ce qu'on fait. Et puis après, je pense qu'on y reviendra avec eux dans les discussions. Mais en tout cas, oui, on met en avant, que ce soit la société à mission ou la triple comptabilité. J'ai l'impression que la triple comptabilité intéresse de plus en plus. On fait partie de Alliance Compta Régénération 2020 et le dernier hôte de la dernière réunion était GRDF, qui est une filiale de Engie. Donc oui, des grands groupes s'intéressent de près à la triple comptabilité. Super. Et toi, Khaled? J'en profite du coup, vu que je reprends la parole pour dire n'hésitez pas à poser vos questions. On arrive presque au bout de ce live, c'était beaucoup trop court. Mais si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et on en prendra autant que possible. Alors, moi, je rebondis sur ce que disait Bruno. Effectivement, nous, on n'a pas eu, on n'a pas de fonds d'investissement. Ça a été très compliqué avec eux. Et la plupart des fonds d'investissement dits à impact, selon notre expérience, encore une fois, je le dis avec beaucoup par rapport à notre expérience, hein, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais dans notre expérience, tous les fonds à impact, c'était un petit peu du fonds classique avec une strate supplémentaire d'impact, d'indicateur à impact. Mais sinon, c'était la même chose, voire plus cher, hein, parce que demander on va dire des multiplicateurs ensuite pour des exits à 5 à 7 ans qui, à mon sens, étaient un petit peu indécents. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, du coup, nous, dans notre capital, on a surtout des business angels. Et puis, on a fait une levée de fonds via la plateforme Lita, qui est également une plateforme ESUS. Donc, on en est très content. C'est une plateforme de financement participative. Et donc, ouais, ça, on est obligé d'aller chercher un petit peu les fonds différemment. Après, pour la question de comment est-ce que ça nous a aidé ou nous a freiné par rapport aux acteurs? Nous, aujourd'hui, tous les acteurs avec lesquels on a travaillé, en tout cas, étaient très sensibles à notre approche parce qu'on l'expliquait systématiquement. Que ce soit des acteurs classiques ou des acteurs universitaires. Donc, nous, on a collaboré avec l'INSA de Lyon, qui nous a mis à disposition de paillasses quand on n'avait pas de labo. Voilà, on a pu faire des essais là-bas. Donc, c'était vraiment super. Alors, je ne dis pas que si on avait été une entreprise classique, ils ne l'auraient pas fait. Mais en tout cas, j'ai eu la sensation que ça les a boostés et ils se sont dit, tiens, c'est très intéressant comme approche. On aimerait bien faire partie de l'aventure. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Mais... Ouais, tout à fait. Ça répond à la question. Merci.
Alors, on a une question qui vient du chat, donc je vais vous la poser. À tous les deux, avez-vous besoin de collaborer avec des chercheurs et des grandes entreprises et des collectivités pour vous aider à développer vos projets? Effectivement, vu la nature de vos projets, ça semble être le cas. Et quels sont les freins à ce type de collaboration selon vous? Moi, je peux dire rapidement, hein, donc avec les chercheurs, il n'y a pas réellement de frein. C'est plutôt ouais, c'est bien sûr qu'on travaille avec des chercheurs, avec des laboratoires, c'est important. D'ailleurs, on va aussi accueillir des thésards, hein, chez nous, des thèses chiffres, voilà. C'est clair que, bah, le monde de la recherche est très important pour améliorer, ce que l'on fait. Des grandes entreprises, pas forcément, j'ai envie de dire. Ce qui est bien, oui, c'est mmh, d'en avoir, quelques-unes, ça donne de la crédibilité, mais c'est pas dans notre domaine, en tout cas, c'est pas forcément un prérequis. Et des collectivités, alors dans la partie, eau potable, oui, on a besoin enfin, très clairement, on a besoin, d'un soutien des collectivités. Donc je pense qu'on peut rebondir sur la commande publique et effectivement, je pense que l'un des leviers pour pouvoir pousser, à ce qu'il y ait de plus en plus d'entreprises, qui font de l'innovation qui sont, ESS, à flécher les commandes publiques vers des entreprises à mission ou des entreprises à impact. Donc voilà, moi je pense que c'est important. Les freins, j'en vois pas vraiment, si ce n'est que ce sont des freins, classiques, hein, dans les grandes entreprises, effectivement, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'innovant de plus, parce que sinon ils viennent pas travailler, ils viennent travailler avec aucune autre entreprise. Sinon, c'est de la presta classique. Donc, si on doit proposer quelque chose d'innovant, donc c'est pour moi, bah, c'est peut-être l'un des freins, mais finalement, c'est le sujet du jour. Donc, il faut faire de l'innovation pour les intéresser. Pour nous, c'est vital pour la partie chercheur. J'ai dit au début, on est avec Nicolas, avec mon associé, on est issu d'un master de l'école des mines. La technologie de liquéfaction de biogaz dont j'ai parlé a été inventée par le Centre d'efficacité énergétique des systèmes qui est dirigé par Maroun Nemer. Et on a une convention de valorisation, une licence exclusive de ce brevet et une convention de valorisation avec le Centre d'efficacité énergétique des systèmes des mines. Et c'est vital dans la mesure où, déjà, on a installé notre démonstrateur, un premier démonstrateur industriel, dans ce laboratoire, et énormément de connaissances sont là-bas. Donc, pour la partie technologique, c'est vital. On travaille très, très étroitement avec le labo et avec les chercheurs du labo. Pour la partie collectivité aussi, on va s'adresser au monde paysan. On va vers des agriculteurs, vers des paysans qui sont dans des collectivités locales. Et les collectivités locales, si elles ne s'engagent pas avec nous et avec les agriculteurs vont avoir du mal à y aller. Il y a une question de confiance. Et si le monde des collectivités locales est là, la confiance va être d'autant plus là. Et au passage, je dis qu'on ne faisait pas de chiffre d'affaires, on en fait un peu. L'essentiel de notre chiffre d'affaires est venu d'études de faisabilité et aujourd'hui d'études d'implantation qui ont été financées largement par les collectivités locales, par une société aussi avec qui on a fait une étude de faisabilité qui est la même que celle que Raled a citée, hein, qui est le groupe SOR, avec qui on a fait une étude de faisabilité d'un projet avec eux. Donc oui, indispensable. Et les grandes entreprises, on en a une à notre capital. Donc avec les deux premières, les chercheurs, bah, c'est pas un frein, mais ils sont peut-être pas sur la même dynamique qu'une start-up en termes de besoins de planning, de financement, etc. Les collectivités locales aussi, il y a un fonctionnement interne. Alors c'est un petit peu évolué il y a quelques temps, et donc quand on parle d'innovation, c'est un peu plus simple d'aller vers les financements, les commandes, les paiements, etc. Et puis les grandes entreprises, bah, ce sont des grandes entreprises, celles avec qui on travaille, je l'ai dit, attend vraiment la preuve de ce que
de tout ce que la technologie a dans le ventre et de tout ce qu'on pourra faire derrière. Et après, il faudra qu'on s'inscrive dans la stratégie, soit la faire changer pour qu'ils acceptent ce qu'on fait, soit s'inscrire, nous, dans leur stratégie. Mais oui, quand on parle d'énergie, d'infrastructure, on est sur des ordres de grandeur d'investissement qui sont énormes. Donc oui, on aura besoin des grandes entreprises qui ont énormément d'argent, même si aussi on discute et on a déjà des intentions, on va dire, de financement venant des fonds d'infrastructure, des fonds d'investissement d'infrastructure. Ok, super, merci. Ce qu'on voit, ce qui est quand même intéressant dans vos deux interventions, c'est que vous avez tous les deux besoin de travailler avec tous ces acteurs, et la collaboration. Alors ça, c'est une chose dont on est convaincu chez Socience, c'est que la collaboration, elle va être nécessaire, surtout sur des enjeux pareils, parce que c'est pas un acteur unique qui va réussir à faire ce type de changement, mais c'est vraiment en travaillant ensemble qu'on va y arriver. Merci beaucoup pour votre intervention. On a un petit peu dépassé, donc on va devoir s'arrêter. C'est dommage parce que c'est des conversations qui sont passionnantes. Je pense qu'on pourrait refaire un live sur ce sujet. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus si vous voulez revenir. Ce sera Merci, avec pas de plaisir. problème. Merci beaucoup. Pour les personnes qui nous voient, alors merci d'avoir été présents, merci d'avoir posé beaucoup de questions, ça a vraiment nourri la conversation. N'hésitez pas à poser des questions sur le replay. Si vous le regardez en replay, on y répondra. Donc voilà, c'est toujours le même dispositif. Vous faites ça en commentaire. Je vous indique que j'ai déjà l'intervenant qu'on aura la prochaine fois pour le prochain live. Donc, continuez à nous suivre et à vous inscrire. Pour le prochain live, on parlera avec Erwan Panier qui a créé Spark Clean Tech et donc sur la même thématique, en fait, comment est-ce qu'on peut être une deep tech et surtout de façon très intéressante, comment est-ce que l'impact social et environnemental que lui souhaite avoir a impacté sa R&D et a changé la manière dont il fait de la R&D et la manière dont il travaille la valorisation. Donc, on sera vraiment très, très, très concret même sur les processus de R&D et de ce que ça change. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à suivre Socience ou à me suivre moi sur LinkedIn. Je fais un LinkedIn Live tous les mois sur ces thématiques. Donc, et n'hésitez pas évidemment à suivre nos invités qui travaillent sur des sujets vraiment essentiels. Merci beaucoup, Khaled. Merci, Bruno. Merci, Mélanie. Et puis on vous laisse. Bon appétit à tous. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir.